C'est ici, en Bretagne, face à Perros-Guirec et à quelques kilomètres au large de la côte de Granit-Rose, qu'en 1912 débute la protection de l'archipel des Sept-Îles avec l'arrêt de la chasse aux macareux. 1976 marque la création de la réserve naturelle qui comprend alors l'ensemble des îles de l'archipel et leur estran sur une surface de 280 hectares. Depuis cette création, la LPO est gestionnaire du territoire classé en convention avec l'État et toutes ces îles sont la propriété du Conservatoire du littoral. À l'été 2023, la nouvelle réserve étendue passe de 280 à 19 700 hectares, ce qui constitue la seconde réserve naturelle de l'Hexagone. Ce périmètre en réserve garantit sur le long terme l'équilibre entre préservation du patrimoine naturel et activités socio-économiques. C'est forcément avec une grande joie que je vous accueille au nom de la ville de Perros-Guirec dans ce palais des congrès, avec cette vue incomparable sur l'archipel des Sept-Îles. En ce jour, l'évocation du passé nous ramène, nous l'avons évoqué, bien sûr à l'année 1912, au cours de laquelle le premier combat de la toute jeune Ligue de protection des oiseaux a mis fin au massacre des oiseaux de mer et en particulier aux perroquets de mer, comme on les appelait à l'époque. Il y a 111 ans, presque jour pour jour, c'était le 28 août 1912, la chasse est interdite sur l'archipel. C'est l'acte de naissance, de fait, de la réserve des Sept-Îles, dont l'extension nous réunit aujourd'hui. Les trois marées noires de 67, 1978 et 1980, et la grippe aviaire qui vient d'être évoquée de 2022, nous ont démontré que le combat de préservation est permanent. Le long processus d'échange et de concertation qui a abouti à l'extension que nous officialisons aujourd'hui renforce considérablement l'observation et la protection de l'ensemble de la biodiversité de notre espace marin. Abritée sur notre territoire, la deuxième plus grande réserve marine de France métropolitaine est une fierté, mais surtout une responsabilité pour nous élus et pour la population dans son ensemble. Les habitants de la côte de Granit-Rose ont parfaitement conscience de la nécessité de respecter ce patrimoine exceptionnel. Ils mesurent la chance d'habiter et de pratiquer leurs activités terrestres et maritimes dans un tel espace de vie. Nous nous efforçons de perpétuer l'esprit des pionniers qui ont permis à notre ville de posséder ce patrimoine naturel exceptionnel. C'est notre ADN. Et nous cherchons en permanence à profiter de la dynamique touristique indispensable à notre économie pour sensibiliser notre population et nos visiteurs à la préservation de notre biodiversité et aux enjeux des grandes transitions. C'est aussi cela l'environnement. Ce que nous avons vu ce matin, c'est emblématique, c'est un moment finalement qui relie l'histoire, ça a été rappelé avec les combats qui ont été menés ici, mais aussi qui nous permet de nous tourner vers l'avenir, tant les enjeux en matière de préservation de la biodiversité, de lutte contre le réchauffement climatique sont importants et nous savons que nous devons monter haut et fort la question de la biodiversité et de la préservation du vivant dans l'agenda politique mais aussi et surtout dans l'agenda de l'action. Donc ici, je me tourne vers vous, Monsieur le maire, pour saluer, et c'est ça toute la force du Conservatoire du littoral, établissement public de l'État, certes, mais qui a cette capacité à tisser des liens avec les collectivités territoriales, avec l'ensemble des acteurs du territoire, pour articuler, inscrire des trajectoires d'action et ancrer dans le territoire pour que se croise notre stratégie avec vos projets également de valorisation, de protection. Nous avons un partenariat avec la LPO, là aussi à la fois historique, avec des engagements communs, partagés. Le Conservatoire du littoral va fêter en 2025 ses 50 ans, avec un objectif qui était clair, qui reste celui de protéger le tiers littoral de notre pays, que ce soit en métropole ou en ultramarin. Ça représente 600 sites, et ces 600 sites dotent notre pays d'un réseau d'aires littorales protégées
qui permet, bien sûr, je le disais, de faire en sorte que sur ces sites s'élaborent, se construisent et se gèrent des projets de territoire qui associent collectivités et acteurs de la société civile, toujours dans la recherche de cet équilibre entre les valeurs environnementales, les valeurs économiques aussi, sociales et culturelles. C'est une journée exceptionnelle, tout à fait émouvante, que j'ai tant espéré, avec toutes les équipes de la LPO, mais aussi avec les élus locaux. On a tant espéré ce moment que nous vivons aujourd'hui et que je peux qualifier d'historique. Malgré les différences, malgré les intérêts particuliers, on est capable, tous les acteurs, d'agréger les compétences dans l'intérêt général. L'intérêt général de l'humanité, l'intérêt général de la nature. C'est rare et c'est exemplaire. Donc c'est bon pour la région, je pense que c'est bon pour la France parce que ça prouve qu'on l'a fait ici et donc on peut le faire ailleurs dès lors qu'il y a un peu d'intelligence et de bonne volonté et d'humilité également. L'oiseau est intéressant parce qu'il est scientifiquement reconnu comme l'indicateur de l'état de la biodiversité. Là où ces populations s'épanouissent, c'est tout le cortège du vivant qui se porte là où il disparaît, au contraire, c'est la biodiversité qui s'estompe. Regardons l'oiseau également comme un indicateur. Et on voit bien, ça a été dit assez clairement aujourd'hui, qu'il y a un décalage total dans la prise de conscience entre la question essentielle climatique et la question tout aussi essentielle du déclin de la biodiversité. Donc c'est complexe et c'est pour ça qu'on a besoin de bonne volonté. Aujourd'hui, très sincèrement, je vous rends hommage, et pour être sûr d'être applaudi à la fin, je vais donner la parole à Einstein, qui disait « Le monde n'est pas tant dangereux à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et qui laissent faire. » Eh bien, ici à Perros-Guirec, on regarde et on ne laisse pas faire. Eh bien, finalement, cette émotion, elle a été particulièrement. Elle a été forte parce que j'ai vu de mes propres yeux à quel point, effectivement, quand la volonté était là, quand le consensus était le chemin, quand, dans le fond, l'engagement était le dénominateur commun, on pouvait, si on le souhaitait, avec un travail acharné et jamais facile. Je pense qu'il faut le dire, c'est jamais simple, c'est jamais quelque chose d'aisé. On réussit à faire ce qu'il faut dans le fond. Et ce qu'il faut, c'est exactement ce que vous avez réussi à faire avec la réserve naturelle nationale et Sept-Îles. Cette extension, c'est un vrai bijou. Mais c'est un bijou qui, je crois, en tout cas, des responsabilités que j'avais avant auprès de la jeunesse, crée de l'espérance. Cette espérance, elle est nécessaire. Parce que face à l'effondrement du vivant, on ne dira jamais assez. On a besoin de preuves. C'est les jeunes que j'ai pu voir pendant plus de 3 ans et accompagner, ils ont foi en l'avenir si on leur donne les moyens d'avoir foi en l'avenir. Et le fait de revoir cette réserve grandir, multipliée par 70, de voir à quel point la stratégie nationale biodiversité, oui, va s'ancrer sur les territoires, va s'enraciner sur les territoires, a été partagée, saluée, mais grâce à qui? Grâce bien sûr à la qualité des services de l'État, qui ont travaillé avec acharnement, grâce à la mobilisation des associations qui ont été autour de la table jusqu'au bout, grâce aux usagers très chers à Hervé, qu'ils soient aujourd'hui pêcheurs, plaisanciers, acteurs du tourisme, grâce à la volonté des élus locaux qui souhaitent, effectivement, par une volonté politique, ne pas être simplement des témoins mais des acteurs de ce patrimoine. Et grâce à ça, nous avons construit une stratégie nationale qui aura des moyens, et des moyens historiques, pour reprendre votre terme et mon terme très cher à nous, parce que ça a été un combat d'un grand ministre pour le coup, celui de Christophe, qui a permis, grâce à l'ambition portée par la première ministre, d'avoir une planification extrêmement. Ce qui est remarquable, et la raison pour laquelle on peut être fier de ce que nous avons accompli ensemble, c'est que c'est le fruit de 10 ans de concertation. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Concertation, nous devons la reproduire dans d'autres espaces, dans d'autres territoires, et aussi l'exporter, si vous me passez l'expression, à l'international, pour démontrer qu'en effet, avec de la volonté, on peut y arriver, et surtout, on arrive, c'est ça aussi qui est constitutif de l'identité des Côtes d'Armor, concilier les différents usages. Et donc, moi, je voulais vraiment rendre hommage à tous ceux qui se sont impliqués, les services de l'État, bien évidemment les scientifiques, les pêcheurs, les acteurs du tourisme, les élus locaux, puisque nous avons réussi à mettre en œuvre
eh bien, une extension qui est multipliée par 70. C'est inédit en Europe, et je crois que c'est un des seuls cas au cours des 5 dernières années dans le monde. Et si nous l'avons fait, s'il y a consensus, s'il y a légitimité pour dire que la LPO doit continuer aussi à gérer cette réserve en incluant de nouveaux acteurs et en faisant évoluer la gouvernance avec notamment la création d'une commission pêche, avec la création d'une commission tourisme, c'est parce qu'il y a eu un travail fin, méticuleux, rigoureux de tous les acteurs sur le terrain, à bas bruit. Donc ce que nous devons faire au cours des prochaines années, c'est renforcer encore cette sensibilisation, cette ouverture de cette réserve au grand public et continuer à intégrer des acteurs qui sont essentiels, comme les pêcheurs, comme les scientifiques, en ouvrant aussi au musée d'histoire naturelle, à l'IFREMER, pour au fond renforcer la capacité à tirer des leçons de ce qui est fait ici et démontrer que ce qu'on fait, on le fait ensemble, parce que pour faire bien, je crois qu'il faut faire ensemble. Et je terminerai peut-être par vous dire une chose, c'est que tout ça se fait en cohérence aussi avec le lieu où on habite. Et c'est pour ça que ce que je trouve formidable dans ce projet d'extension de la réserve naturelle, c'est qu'il se fait aussi en complémentarité à quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur ici dans les Côtes d'Armor, c'est la valorisation du patrimoine culturel, la valorisation du patrimoine maritime. Et donc, c'est pour ça que le ministère de la Mer, l'État, finance la rénovation du phare à hauteur de 300 000 €, finance la rénovation de la cale à hauteur de 300 000 €, et finance encore pour justement permettre l'accessibilité à tous nos concitoyens, aussi ces chemins côtiers à hauteur de 200 000 € pour favoriser là aussi l'accès, la sensibilisation du grand public à ce magnifique espace. Cette extension, c'est la première déclinaison opérationnelle sur le plan national de ce qui a été acté sur le plan mondial, c'est-à-dire faire en sorte d'aller vers 10% de protection forte. Et ça se passe ici, dans le Trégor, au large du Trégor, précis, dans cette réserve des Septimes. Mais ne vous y trompez pas, c'est à la fois un symbole, la suite d'un combat, mais ça montre le chemin que nous allons suivre dans des centaines d'autres endroits en France. Avec nos partenaires, le Conservatoire du Littoral pour les aires marines, la LPO, et avec des quantités d'autres acteurs, on a ce besoin d'être capable de remettre les choses à leur place et de mesurer que si nous ne faisons pas davantage attention à la nature qui nous entoure, aux espèces, à la faune, à la flore, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, c'est notre propre survie que nous finissons par connaître. Cette année 2023, c'est l'année de la mise en œuvre de la stratégie nationale de biodiversité. 18 000 aires éducatives pour que toutes les écoles de ce pays puissent disposer de lieux dans lesquels, de manière concrète. Multiplication par 10 du nombre de services civiques dédiés sur les tâches environnementales. 300 millions d'euros de crédits qui seront inscrits dans le cadre du projet de finances nouveau sur les enjeux de financement de la biodiversité, avec une attention que nous porterons au centre de soins à l'intérieur de ces dispositifs. D'une manière plus large, création de postes et d'emplois dans des secteurs conservatoires qui en ont perdu. Nous sommes, à certains égards, en train de faire nous-mêmes œuvre de pionnier sur le chemin qui consiste à changer considérablement d'échelle sur la manière de préserver cette biodiversité. Et je crois, comme ça a été dit par d'autres, que ça n'est pas totalement un hasard que ça se passe en Bretagne et dans les Côtes d'Armor. Il y a sur ce territoire, d'abord, un sentiment d'appartenance et surtout la claire conscience que le patrimoine naturel étant le bien commun de tout le monde, celui-là, il doit conduire à se retrouver et à faire en sorte qu'il ne soit pas l'otage de visibilité qui sont des visibilités politiques et politiciennes. Je pense que ça n'est pas un hasard que ça se tienne ici pour une autre raison. C'est que quelles que soient les tendances politiques, elles sont diverses sur ce territoire. Tout le monde se retrouve sur des projets dont on mesure l'intérêt général et pour lesquels, de l'intercommunalité à la région, du département à la commune, tout le monde fait en sorte de tirer l'enjeu. Faisons en sorte que ce moment que nous allons passer aujourd'hui, comparons-le à ces assemblées de l'Union avant que chacun parte vers d'autres contrées dans les semaines qui viennent pour mieux nous retrouver un peu plus tard. Profitons de ces temps d'assemblée, entre guillemets, entre nous, pour puiser toute l'énergie dont on va avoir besoin pour continuer à conduire ces combats qui peuvent sembler consensuels quand on les énonce, qui sont toujours complexes quand on en dans le détail. Un immense bravo, un immense merci, une immense fierté pour tous ceux qui ont rendu possible
cette extension de cette réserve naturelle nationale des 7 îles. Longue vie aux Côtes d'Armor, à la Bretagne, à notre pays et à la République. Merci à tous.